Ray, deux questions sont importantes en ce moment dans le cas de l'Ukraine. La première concerne les concessions territoriales et la seconde, le retrait des troupes du Donbass, comme le demandait Roshan. Comme tu l'as mentionné, l'Ukraine a beaucoup souffert pendant le conflit, la guerre. Et je ne comprends pas l'intérêt de ne pas retirer les troupes de la région, car elles vont se faire tuer. Quel est le but au fond? Zelensky, que veut-il selon toi? Eh bien, Zelensky a choisi ce type, Sierski, qui fera tout ce que Zelensky lui dira de faire. Il ne se soucie pas vraiment de ce qui se passe sur le terrain, sauf de maintenir la situation pour que les Européens se disent « Waouh, ils tiennent le coup, donnons-leur 90 milliards de plus. » C'est insensé. Tu sais, c'était insensé dès le départ, Nima. Si tu regardes simplement la foutue carte, pardonne mon français, les Ukrainiens ne vont jamais l'emporter contre la Russie et ils ne seront certainement pas capables de lui infliger une défaite stratégique. Je ne sais pas à quoi pensaient ces gens à Washington en croyant qu'ils pouvaient y arriver. Obama était plus malin. Il a dit non, c'est insensé. Ne donnez jamais aux Ukrainiens l'idée qu'ils peuvent l'emporter sur une Russie bien plus forte, juste à leur porte. Vous savez, il y a une chose qui est sortie la veille, enfin voyons, c'était samedi, quand Poutine est apparu en tenue de combat, recevant un briefing. Ils ont passé en revue toutes les avancées réalisées par les troupes le long de la ligne de front. J'ai tout lu jusqu'à la fin. C'est ce qu'on devait faire quand j'étais en service actif, pour ainsi dire. Lire tout le fichu rapport. Et voici ce qu'il dit à la fin. Il dit « Gerasimov, le chef d'état-major, d'après ce que j'entends de vous et d'autres commandants, ces rapports, à en juger par le rythme que nous observons et la ligne de contact, écoute bien, notre intérêt pour le retrait des formations militaires ukrainiennes des territoires qu'elles occupent actuellement est désormais devenu caduc. » C'est pratiquement réduit à zéro. Fin de citation. Wow. Il a dit ça juste avant de savoir que Trump allait l'appeler. Il l'a appelé le lendemain matin. Alors voilà Poutine qui dit « Écoutez, cette histoire de négocier un retrait des troupes pour les Ukrainiens, nous allons négocier simplement en les repoussant hors de ces zones. Nous ne pensons même pas que ce soit important. » Ces mots, c'est pratiquement réduit à zéro. Le fait que nous soyons intéressés par un retrait négocié de ces troupes. Eh bien, à mon avis, Poutine a dit la même chose à Trump lorsqu'il l'a appelé plus tôt hier matin. Il a dit, écoutez, nous sommes en train de l'emporter ici. Nous n'avons pas vraiment besoin de nous inquiéter de négocier un accord sur le reste du Donbass. C'est une question de mois, peut-être de semaines, mais nous pouvons le faire. Et à voix basse, il dit « Maintenant, quand nous t'avons dit en Alaska, c'est-à-dire Poutine, que nous avions une certaine flexibilité, c'est une supposition de ma part. Il y a d'autres types de choses sur lesquelles nous pouvons conclure des accords. D'accord. Peut-être Zaporizhia, peut-être Kherson. Oui, elles font partie de la Russie maintenant. Mais tu sais, avec un peu d'imagination dans la négociation, oui, on peut faire quelque chose à ce sujet. En attendant, nous obtenons Kharkiv, nous obtenons Odessa. Marché conclu. Maintenant, deux groupes sont en train de se former, et cela va se produire. Donc, ce que je pense ici, c'est que cette affaire avance lentement. C'est très compliqué, comme Trump l'a appris ces derniers mois. Mais cela n'a pas besoin d'être si compliqué qu'il soit impossible d'aboutir à un accord mutuel. Un accord que Poutine souhaite, surtout comme moyen d'amener les États-Unis à reconnaître la Russie. Les intérêts fondamentaux de la Russie, comme ils auraient dû le faire dès décembre 2021, étaient de dire « D'accord, nous donnerons à l'Ukraine certaines garanties. » C'est-à-dire que les États-Unis le feront, qu'elle ne sera plus envahie. Mais nous maintiendrons votre armée à un niveau faible, et vous savez, nous pourrons trouver un arrangement.
Maintenant, quand on a demandé à Trump, « Eh bien, supposons que vous n'y arriviez pas », il a répondu, « Eh bien, plus de gens mourront. Nous n'y arrivons pas. Nous n'y arrivons pas. » D'accord. Eh bien, selon Poutine, ce serait regrettable, car nous n'aurions alors qu'une Ukraine résiduelle, avec laquelle il faudrait composer en permanence, et il n'y aurait aucun mécanisme de supervision globale pour garantir au mieux la neutralité, pour s'assurer que les Ukrainiens gardent leurs armes loin de nous. Donc je pense que Poutine veut davantage. Je pense qu'il fera encore preuve de patience, d'autant plus qu'il est en train de gagner. Il gagne très clairement, et les Européens comme Zelensky, à mon sens, n'ont vraiment aucune carte en main. Maintenant, laissez-moi ajouter une autre chose. C'est lié à tout cela. Mais avant que j'oublie, il m'arrive parfois d'oublier. Il reste une question en suspens entre la Russie et les États-Unis. Le dernier traité de contrôle des armements, appelé New START, il expire le 5 février. La raison pour laquelle j'en parle, Nima, c'est que si j'étais Poutine, assis avec mes collègues, je dirais « Pensez-vous que Trump soit intéressé par un accord sur l'Ukraine ?» Et je répondrais « Oui, nous pensons que oui. » Pensez-vous qu'il en soit capable? Pensez-vous qu'il soit en mesure de... Nous n'en savons pas grand-chose. Est-il vraiment maître de lui-même? Nous n'en sommes pas sûrs. Ah, voici le test décisif. Vous, monsieur Poutine, avez fait une ouverture personnelle. C'était très, très orchestré, jusqu'au président des États-Unis, pour maintenir les limites quantitatives. 1500 missiles stratégiques, quelque chose comme ça, pour le nouveau traité START, qui expire le 5 février. Il ne peut pas être renouvelé à nouveau. Il a déjà été renouvelé une fois. Il expire, n'est-ce pas? Vous lui avez proposé le 22 septembre un accord selon lequel vous maintiendriez ces limites quantitatives pendant une année supplémentaire si les deux parties acceptaient de le faire. Alors, pourquoi ne peut-il pas vous répondre? Je veux dire, il a dit 2 semaines après que vous aviez avancé cet argument. Ça me semble une bonne idée. Et comme vous le savez, Monsieur Poutine, nous avons fait pression. Nous avons fait pression sur tout le monde, Whitcomb, tous les autres, mais ils n'en parlent pas. Voilà le véritable test, Monsieur le Président. Si si Trump n'a pas la force nécessaire pour accomplir cette chose toute simple, qui ne demande aucune négociation supplémentaire, mais serait un merveilleux signe de sa bonne volonté pour mettre un frein à la course aux armements, ou du moins en limiter les excès, s'il n'en est pas capable, alors il n'est pas maître de lui-même, Monsieur Cook. Nous ne pouvons pas vous assurer qu'il agit de son propre chef. Donc, ce qu'il promet au sujet de l'Ukraine, il faut aussi le prendre avec des pincettes. Heureusement, nous n'avons pas trop à nous en inquiéter. Ce serait regrettable s'il ne parvient pas à s'entendre sur l'Ukraine, mais ce serait encore plus regrettable s'il laissait se déclencher une course aux armements sans contrôle. Ce serait là notre meilleur indicateur, non pas de ses intentions, mais de sa capacité à conclure un accord, à négocier un traité ou une autre forme d'arrangement. Tout cela est donc très... Poutine, Lavrov et d'autres l'ont dit explicitement. Et Ryabkov a publié la veille de Noël un texte qui ne cesse de faire parler de lui. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et la dernière chose que je dirais à propos de Ryabkov, c'est que dans ce long traité, décrivant assez fidèlement le déroulement des événements en Ukraine, il conclut par une question. Alors, Monsieur Ryabkov, que pensez-vous du prix Nobel de la paix? Mr. Ryabkov, what do you think about the Nobel Peace Prize? Do you think that Trump would like to have the... Penses-tu que Trump aimerait avoir le... Penses-tu qu'il mérite d'avoir le prix Nobel de la paix? C'est un peu une question, d'accord? Mais c'était dans une déclaration de politique majeure, vraiment majeure. Alors Ryabkov répond de manière très diplomatique. Il dit « Je sais que Trump est très intéressé par la conclusion d'un accord. Je le sais, et je suis sûr qu'il fera tous les efforts nécessaires. Et s'il le fait, eh bien oui, blablabla. Il ne dit pas explicitement
Oui, dans ce cas, il mérite tous les prix Nobel de la paix possibles. Mais c'est l'idée. Donc, tu vois, cela peut sembler banal ou un peu adolescent de ma part de penser que c'est un facteur, mais je crois que les Russes pensent aussi que c'en est un. Et s'ils peuvent jouer là-dessus, nous pourrions avoir un mois de janvier très très intéressant à venir. Yeah. I think, Ray, one of the Je pense, key Ray, issues que is l'un des enjeux clés, security. c'est la And sécurité. today, Et aujourd'hui, said Donald Europe Trump a will déclaré take a que l'Europe significant prendrait une part importante share des of responsabilités Ukraine's en matière de security sécurité de l'Ukraine, responsibilities avec le with soutien the des États-Unis. the United States Qu'en support. penses-tu? Y a-t-il quelque chose qui se passe About entre that, les is États-Unis there et l'Europe something dont on ne going parle pas on between publiquement, the United qui n'est pas States and abordé Europe dans les that médias traditionnels? is not Peut-être. published, that is not discussed in the mainstream media, maybe? Well, as I read it, Nima, Eh bien, tel que je le comprends, Nima, Trump a dit, les Européens, vous voulez soutenir l'Ukraine? Allez-y, faites donc. Soutenez-les, d'accord? Maintenant, la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas soutenir l'Ukraine. Ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens que les États-Unis ont utilisés pendant plus de 3 ans, n'est-ce pas? Donc oui, nous sommes contents que les Européens donnent à Kiev toutes les garanties qu'ils veulent. Mais ce ne seront pas des garanties de l'OTAN, parce que nous, les États-Unis, dirigeons en grande partie l'OTAN, et sans nous, l'OTAN ne vaut rien. Tout cela est donc un peu orchestré, comme une mise en scène, vous voyez? Les Européens vont faire semblant d'agir maintenant, mais en réalité, ils ne le peuvent pas. Vous savez, je l'ai déjà dit, la logique depuis 6 semaines, c'est nous n'allons plus donner d'armes à l'Ukraine, nous, les États-Unis. Mais nous allons vendre les armes aux Européens, d'accord? Et ensuite, les Européens pourront les donner aux Ukrainiens. Maintenant, quel est le problème avec ça? Le problème, c'est que nous n'avons actuellement aucune arme à vendre. Il faudra quelques années avant qu'elle soit produite. Les Européens n'ont pas d'argent pour les acheter en ce moment, et ils n'en auront pas non plus dans 3 ans. Et quand elles arriveront aux Ukrainiens, si elles arrivent aux Ukrainiens, les Ukrainiens n'auront plus d'armée pour manier ces armes. Donc vous savez, tout cela semble un peu absurde, mais les gens ne sont pas assez lucides pour se rendre compte que beaucoup de ces choses ne sont que des promesses creuses et que sans les États-Unis en Europe, au sein de l'OTAN, comme depuis 1949, l'OTAN ne pèse pas grand-chose. Et vous savez, vous devez me faire confiance pour dire cela. Vous voyez d'autres personnes le dire. En fait, Poutine lui-même l'a dit lors de cette longue séance de questions-réponses. Mais pour revenir à ce qu'il a dit devant ses soldats et le chef d'état-major, il a déclaré que nous n'avons vraiment pas besoin d'un tribunal pour continuer à agir contre les troupes ukrainiennes qui occupent désormais certaines parties du territoire que nous revendiquons. Maintenant, s'ils sont prêts à parvenir à une sorte d'accord, prêts à négocier, nous ferons preuve d'une certaine flexibilité. Vous le savez, Monsieur Trump. Eh bien, tout dépend de savoir si Zelensky et Syrski décident qu'ils veulent vraiment tenir encore longtemps. Maintenant, dernière chose, je ne pense pas qu'ils en aient pour longtemps. Zelensky, chacun de ses principaux lieutenants, s'est révélé totalement corrompu, tous. Et Umerov, le négociateur, il est lui aussi sous une sorte de soupçon. Maintenant, qui orchestre tous ces rapports? Mes vieux amis de la CIA. Ils ont mis en place cette inspection, et maintenant ils s'en prennent aux gens du Parlement. Tu crois qu'ils font ça de leur propre initiative? Je ne pense pas, du moins pas à mon époque. Tu vois, moi j'agissais sur ordre, parfois pour des choses pas très jolies. Mais là, ils sapent ceux qui dirigent l'Ukraine. Alors, Zelensky est-il au-dessus de tout ça? Comme la femme de César? C'est le seul politicien non corrompu d'Ukraine? Je ne crois pas. Et tu sais, comme Trump l'a dit hier, je crois qu'il a dit que 91% des Ukrainiens voulaient la fin de la guerre. I think he said that 91% of the Ukrainians want an end to the war. That's a factor here. And how long
C'est un facteur ici. Et combien de temps Zelensky peut rester dans cette affaire? Qu'il soit renversé par les nazis ou par les inspecteurs que la CIA a mis en place dans cette inspection. Personne ne le sait. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de grands favoris pour remplacer Zelensky, bien que ce type Boudanov, le chef du renseignement militaire, tienne des propos étranges, du genre qu'il faudrait maintenant reconnaître la réalité. Et ce gars qui est parti à Londres comme ambassadeur, il se lance aussi dans la course. Donc c'est aux Américains de démêler tout ça, et aux Européens, dans la mesure où ils le souhaitent. Quant aux MI6 britanniques, ils sont impliqués là-dedans. Ils doivent trouver comment gérer la situation. Une fois que les faits sur le terrain seront mieux établis, ce qui devrait être le cas d'ici quelques semaines, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'ils atteignent le Dniepr. Je ne pense pas qu'ils veuillent aller plus loin. Ce qu'ils aimeraient vraiment, c'est ne pas avoir à aller plus loin, mais obtenir un accord sur lequel ils puissent compter. Je pense que c'est en train de se préparer. Si Trump, le Trump imprévisible, le Trump délirant et narcissique, parvient à agir de manière indépendante, à utiliser l'influence qu'il possède et à surmonter son opposition, non seulement en Europe, mais aussi celle des Rubio, des Kellogg, des Hegseth peut-être, de ce monde, j'ai bon espoir qu'il y parvienne. Je crois que quelque chose de semblable s'est déjà produit auparavant, mais cette fois je pense que c'est sérieux. Pour citer le philosophe Donald Trump, nous verrons bien ce qui se passera. Nous verrons bien ce qui se passera. We'll see what happens. We'll see what happens.